d'être connectés ce matin. La mobilisation est très forte puisque nous avons un nombre d'inscrits record avec plus de 600 personnes qui se sont inscrites ce matin. C'est dire l'importance du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, pour animer ce webinaire, je tenais à remercier donc Laurent Benoudiz qui participait avec nous à ce webinaire. Donc, je laisse les participants se présenter. Bien, oui, merci Salima. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter. Vous êtes nombreux à nous rejoindre et c'est tant mieux. Juste pour vous signaler tout de suite que vous pourrez revoir ce webinaire en replay et je vous invite même à le regarder par la suite en replay puisque vous aurez la possibilité de voir une intervention de Lionel Canesi également sur le sujet qui voulait nous dire un petit mot en introduction. Je ne peux pas vous passer la séquence parce qu'on a un petit problème de son sur l'enregistrement, mais vous y aurez accès lors du replay quand vous voudrez revoir avec peut-être vos équipes d'ailleurs cette présentation où on va donc à nouveau reparler de l'examen de conformité fiscale et notamment du compte rendu de mission ce matin donc avec Céline Lecomte qui est directrice de projet numérique et qui a beaucoup travaillé sur ce projet de compte rendu de mission. Salima Ouari, rebonjour, qui nous accompagne et qui va nous parler un petit peu plus précisément tout à l'heure de Je signe expert et bien sûr Laurent Benoudiz qui est le président de la commission fiscale et avec qui je vais en qualité de directeur des études techniques du Conseil supérieur revenir peut-être sur les grands principes, les grandes règles de l'examen de conformité fiscale et voir effectivement ces règles à respecter lorsqu'on va eh bien mettre en œuvre, créer et puis ensuite éditer et transmettre à l'administration fiscale ce compte rendu de mission de l'ECF. Peut-être pour commencer, revenir sur le contexte de l'examen de conformité fiscale. Je vous rappelle que c'est un dispositif récent qui est très nouveau, qui date du début d'année. On a 2 textes fondateurs, un décret, un arrêté du 13 janvier 2021 et qui ont été pris dans la continuité de la loi de 2018, loi de 2018 qui était la loi Un État pour une société de confiance, au service d'une société de confiance. Et l'objectif de cette loi, eh bien, c'était de développer les relations de confiance entre l'administration fiscale et les entreprises, et bien sûr de récompenser en quelque sorte les entreprises de bonne foi, donc de diminuer, le cas échéant, les pénalités qui pouvaient s'appliquer aux entreprises de bonne foi qui auraient commis une erreur ou une omission dans le cadre du respect de leurs obligations fiscales. Donc, dans la continuité de cette loi, nos 2 textes fondateurs du début de l'année 2021, et c'est dans le décret qu'on vient nous indiquer ce qu'est l'examen de conformité fiscale. Et pour reprendre l'article 1er du décret de 2021, on nous indique que l'examen de conformité fiscale est une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage en toute indépendance et à la demande d'une entreprise à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des points prévus dans un chemin d'audit fiscal et selon un cahier des charges défini par l'administration fiscale. Donc, on va revenir sur ce chemin d'audit et sur le cahier des charges défini par l'administration fiscale. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on est bien dans une relation contractuelle. Donc, on a un contrat, on a une lettre de mission ou un avenant à une lettre de mission existante avec l'entreprise qui souhaite réaliser cet examen de conformité fiscale. Et on rappelle que ce dispositif fiscal est optionnel, il n'est pas obligatoire et c'est l'entreprise qui va décider ou non de se placer dans cette nouvelle relation de confiance avec l'administration fiscale. Alors, on peut peut-être également, avec Laurent, rappeler eh bien, qui va faire cette mission, quels sont les prestataires qui vont réaliser l'ECF et quelles sont ensuite les entreprises concernées. Laurent, je te laisse la parole sur ce point. Merci Patrick. En effet, dans un premier temps, on aurait pu imaginer que les experts comptables étaient les mieux placés pour réaliser les ECF et en pratique, c'est ce qui va se passer à l'évidence si tous les experts comptables jouent le jeu et je n'imagine pas que ça puisse être autrement quand vous aurez bien compris comment ça marche.
Mais le législateur, en fait, n'ayant pas réussi à établir cet accord avec l'ordre des experts comptables, a décidé de lancer le dispositif en l'ouvrant à tous. Alors, quand on dit tous, c'est évidemment les professeurs réglementés que sont les commissaires aux comptes, les experts comptables, mais aussi les OGA, qui pour le moment attendent en fait un décret qui leur permettrait de le faire, parce qu'ils en fait sont limités dans leur capacité à proposer des services en tant qu'OGA, mais également n'importe quel prestataire qui peut être demain une solution sur Internet ou pourquoi pas un illégal. Alors évidemment, on peut s'interroger sur le fait de savoir si une personne qui réalise des prestations de comptabilité de manière illégale pourrait délivrer des coups de tampon sur la légalité de la comptabilité d'une entreprise, et ça semble effectivement un peu choquant. Donc on est en train d'essayer de discuter aussi avec l'administration fiscale pour que ce type de situation ne puisse pas arriver. Mais bien évidemment, vous allez le voir, quand on va dérouler les 10 points d'audit, l'essentiel du travail est déjà fait dans la mission de présentation que vous pouvez avoir avec votre client. Et donc évidemment, l'ECF n'est en fait que la continuité de cette mission de présentation avec une sorte de tampon, de conformité fiscale, une sorte de reconnaissance de statut de tiers de confiance. Donc aujourd'hui, non seulement il n'y a rien qui interdirait à un expert comptable qui ait une mission de présentation de faire un ECF, mais au contraire, tout a été fait dans la description du chemin d'audit pour que ce soit la mission qui soit privilégiée par l'expert comptable. C'est beaucoup plus simple pour un expert comptable d'aller attester que la concordance du tableau d'IBO, par exemple, avec la comptabilité. C'est déjà fait et c'est déjà dans de ses travail. Donc c'est évidemment la mission qui est la plus simple à mettre en place par un expert comptable qui détient déjà l'essentiel des informations au sein de son cabinet sur ses travail. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Sur le prestataire, les entreprises, également, le texte est pas très précis et vise, on va le voir sur le diapo suivant, toutes les entreprises. Oui, alors toutes les entreprises peuvent bénéficier d'un ECF. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un enjeu pour elles, et cet enjeu dépend évidemment des avantages qu'elles peuvent en retirer. On pourrait imaginer que l'entreprise au régime simplifié puisse également bénéficier d'un ECF. On ne voit pas ce qu'il y aurait à tester en l'occurrence. Donc ce qu'a en tête évidemment le gouvernement, c'est toutes les entreprises qui sont soumises à des impôts commerciaux, tout ce qui est TVA, IS, arrêt de l'assiette, etc. Et plutôt les petites entreprises. Maintenant, en pratique, il semblerait qu'il y ait à la fois effectivement un marché auprès des petites entreprises qui veulent de la tranquillité et de la sécurité fiscale et qui veulent être rassurées dans le cadre de la prestation qu'est l'établissement des comptes, mais également les entreprises d'une certaine taille qui voient un intérêt très clair dans la réalisation de CF, et nombreux sont les cabinets d'une certaine taille à se positionner sur ce marché. Ce sont des clients qui n'ont plus recours aujourd'hui aux experts comptables, parce qu'ils ont en interne les services comptables qu'ils estiment être suffisamment compétents pour établir des comptes sans avoir besoin d'un expert comptable, et la présence d'un commissaire aux comptes les rassure également, mais qui pourraient demain voir un intérêt à recourir au service d'expert comptable pour établir justement un ECF, qui serait en fait une sorte de révision avec une validation par l'expert comptable des 10 points d'audit. Donc le marché est assez large, puisque ce sont toutes les entreprises commerciales qui pourraient être susceptibles d'avoir recours à cette mission. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup, excusez-moi, je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions. Donc, ne vous inquiétez pas, on va prendre une demi-heure à la fin pour y répondre. Très bien. Alors, sur la question suivante, pourquoi proposer un ECF à son client, hein, c'est comme je vous le rappelais en introduction, l'idée c'est de rentrer dans une relation de confiance, et effectivement, en contrepartie, on va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs fiscaux dérogatoires, puisque bien le texte, le décret prévoit que dès lors qu'on réalise un examen de conformité fiscale, eh bien, ça équivaut à la réalisation d'une mention express, hein, comme vous en faites très régulièrement dans vos déclarations fiscales. Et vous savez qu'en cas de mention express, eh bien, si jamais il y avait une remise en cause par l'administration fiscale d'un des points qui aurait été validé, eh bien, la rectification n'entraînerait aucune pénalité ni aucun intérêt de retard qui serait dû par l'entreprise de bonne foi qui aurait réalisé un ECF qui aurait été considéré comme
conforme. Il y a un autre dispositif également qui est prévu par le décret et l'arrêté, c'est qu'effectivement, si jamais il y avait une rectification sur un point qui a été validé, eh bien, il est prévu que les honoraires du prestataire pourraient être remboursés à l'entreprise, effectivement, puisqu'elle aurait validé comme conforme un point qui, en fait, ne l'était pas, mais surtout un point qui est particulièrement intéressant, c'est que l'administration fiscale va cibler ses contrôles fiscaux sur les entreprises sur lesquelles elle pourrait avoir des doutes, et bien évidemment, elle va avoir plutôt tendance à exclure, lorsqu'elle va faire la programmation de ses contrôles fiscaux, eh bien, toutes les entreprises avec lesquelles elle est dans une relation de confiance, donc toutes les entreprises qui auront réalisé un examen de conformité fiscale et bien entendu, si possible, qui aurait été considéré comme valide. Donc, et ce qui est important aussi, c'est de se prémunir des risques d'un contrôle fiscal, on va dire, sur les points de contrôle habituels, hein, c'est-à-dire les 10 points qu'on va voir ensemble et qui sont dans le chemin d'audit. Donc, c'est quand même une vraie sécurisation pour l'entreprise sur les points d'audit fiscal classiques en matière de contrôle fiscal. Oui, et ce qu'on peut aussi rajouter, Patrick, c'est que le deuxième point, qui est la sanction en cas de rappel sur un des points qui a fait l'objet d'un CRM. C'est pour l'expert comptable le remboursement des honoraires perçus au titre de ce point d'audit. D'accord. Donc, si vous avez dans votre lettre de mission 10 points d'audit et que vous avez prévu une facturation de 200 € par exemple, 20 € par point d'audit, dans l'hypothèse où vous êtes trompé et que vous avez validé un point qui fait l'objet d'un rappel, eh bien, vous devrez rembourser contractuellement à votre client 20 €. Voilà. Cette précision est à la fois est en fait très rassurante parce que c'est-à-dire que le seul risque qu'on peut avoir en tant qu'expert comptable dans le cadre d'une mission qu'on réalise de bonne foi vis-à-vis d'un client pour l'établissement de son ECF, c'est être condamné si le client le réclame, à rembourser la quote-part des honoraires qui ont été perçus sur ce point d'audit. Okay. Imaginons par contre que votre client fasse l'objet d'un contrôle fiscal et des rappels sur des amortissements, des provisions ou ce genre de choses, et que vous ne lui avez pas proposé un ECF. Quelle est la sanction qu'il va encourir? Eh bien déjà, on peut imaginer que si l'ECF remplit ses objectifs de succès vis-à-vis des entreprises, l'entreprise ne sera pas nécessairement considérée comme étant naturellement de bonne foi. Donc les pénalités de 10% seront difficilement négociables, les intérêts de retard seront appliqués, et votre client viendra vous voir évidemment naturellement en vous disant mais voilà, si tu m'avais fait un ECF, eh bien j'aurais économisé les intérêts de retard, j'aurais économisé les pénalités sur ce rappel. Donc la responsabilité du cabinet est bien plus lourde et bien plus engagée en l'absence de CF que dans l'hypothèse où un ECF est fait, et ça c'est un intérêt très fort à la fois pour le client mais aussi pour le cabinet d'expertise comptable. Alors, pour avoir les avantages donc de cette mention express vis-à-vis de l'administration fiscale, il y a un certain nombre d'informations à lui communiquer. Vous le savez, on en a beaucoup parlé pendant la campagne déclarative, et notamment le fait qu'il faut, sur l'alias fiscal, on va le voir sur le slide suivant, il faut cocher la case, vous le savez, pour valoir mention express, donc cocher la case indiquant qu'on va réaliser ou qu'on est en cours de réalisation d'un ECF, également indiquer le nom du prestataire, et ça, on peut le faire depuis les exercices clos au 31 décembre 2020. Donc, c'est au cours de cette dernière campagne qu'on a pu réaliser cette mention express pour la première fois et qu'on va pouvoir continuer à le faire pour les exercices, les clôtures à venir. Je pense notamment aux clôtures au 30 juin 2021 ou bien évidemment au moment du dépôt de l'alias, vous aurez, et on vous incite à cocher cette case pour déclarer à l'administration fiscale qu'on va réaliser un examen de conformité fiscale. L'examen de conformité fiscale, il est réalisé sur l'exercice clos et sur un seul exercice. On ne peut pas réaliser deux CF sur plusieurs exercices. On avait eu des échanges avec l'administration fiscale et avec Laurent sur ce point, mais à ce stade, le texte prévoit que le CF ne peut porter que sur un seul exercice fiscal. Et pour que la mention express prenne plein effet, eh bien, il va falloir ensuite, on a un délai à respecter, il va falloir ensuite transmettre le compte-rendu de mission de l'ECF qu'on va voir ensemble et qu'on va détailler dans quelques instants. Il faut le transmettre à l'administration fiscale, il faut respecter le délai. Donc, pour les clôtures intervenues au 31 décembre 2020, il faut envoyer donc ce compte-rendu de mission
au plus tard le 31 octobre 2021. Et si on clôture un exercice en cours d'année, on a 6 mois à compter du dépôt de la déclaration fiscale, de la déclaration de résultats, pour adresser ce compte-rendu à l'administration fiscale. Et on va l'adresser, en tout cas pour cette première année de mise en place de l'ECF, on va l'adresser à l'administration fiscale en déposant un fichier qui est un PDF qu'on va voir ensemble, qu'on va créer ensemble dans quelques minutes, et on va le déposer donc sur l'espace professionnel de l'entreprise. Exactement. Alors, on peut imaginer que ce processus, en fait, risque d'évoluer dans le futur. Là, actuellement, il n'est pas possible de transmettre un ECF par télétransmission informatique au même titre que l'alias fiscale. Ça ne sera pas le cas normalement à compter de l'année 2022. Il y a des discussions qui ont commencé à être entamées par la DGFiP avec les éditeurs sur ce sujet. Et donc, on peut imaginer qu'à terme, le CF sera directement annexé à l'alias fiscal et partira en même temps. Mais effectivement, le dispositif prévoit un délai de 6 mois entre le moment où on arrête l'alias fiscal et le moment où on envoie le compte-rendu de mission. Aujourd'hui, l'outil qu'on va vous présenter, qui va vous permettre de réaliser ce compte-rendu de mission, de le signer électroniquement, c'est l'intérêt de l'avoir intégré dans Je signe expert, et puis de l'adresser à votre expert, à votre client, pour que lui-même puisse, depuis sa messagerie sécurisée, adresser ce compte-rendu de mission à l'administration fiscale. Voilà le processus tel qu'il est en vigueur en 2021, et c'est là-dessus qu'on a voulu vous accompagner en vous permettant de générer ce compte-rendu de mission et de le signer automatiquement pour qu'il puisse être adressé à l'administration. Alors, une fois qu'on a coché la case, qu'on a réalisé, on va le voir ensemble, donc la mission, l'examen de conformité fiscale, il va falloir donc transmettre à l'administration fiscale les conclusions sur l'ECF. Donc, on va conclure l'ECF et là, plusieurs possibilités qui se présentent à nous. On a pu se prononcer sur l'ensemble des points du chemin d'audit et on va transmettre ce compte-rendu de mission à l'administration fiscale. Si jamais on a coché dans l'alias fiscal, examen de conformité fiscale, et qu'on n'a pas pu, pour quelque raison que ce soit, parce qu'on n'a pas obtenu, par exemple, communication des documents par l'entreprise, eh bien, c'est pas grave. En fait, on va faire à son client une lettre d'absence de conclusion de l'ECF et on va rien transmettre à l'administration fiscale. Et en fait, la mention expresse qu'on aura fait dans l'alias fiscal va tomber d'elle-même et il y aura bien évidemment aucune conséquence au fait de ne pas transmettre de conclusion de l'ECF à l'administration fiscale. Et puis, il va avoir le cas qui risque de se présenter notamment pour les premières années, on va rendre ces conclusions peut-être uniquement sur certains points. D'ailleurs, peut-être parce que l'entreprise va souhaiter la première ou au cours des premières années, eh bien, étudier que quelques points des 10 points du chemin d'audit. Et puis, on va chaque année ajouter des points supplémentaires pour arriver à la réalisation à terme l'année prochaine, peut-être, à un ECF complet sur les 10 points d'audit. Donc, il n'y a pas de souci. On peut tout à fait adresser à l'administration fiscale un compte-rendu de mission partiel, que sur certains des 10 points du chemin d'audit. Alors, peut-être vous rappeler, on le voit sur le slide suivant, je vais pas vous les détailler parce qu'on va les voir ensemble, notamment avec Céline lorsqu'elle va nous présenter l'outil, mais le chemin d'audit tel qu'il est défini par l'arrêté du 13 janvier, il porte sur 10 points, donc vous pouvez faire, on vous incite à essayer de faire dès cette année les 10 points du chemin d'audit. Les deux premiers, vous le savez, vous l'avez déjà vu, portent sur le fichier des écritures comptables, sur le FEC, on va s'attacher à la conformité formelle et ensuite à la qualité comptable, sur le deuxième point. Et puis, vous le voyez, il y a un certain nombre de points qui portent également sur de la conformité. Notamment, on va regarder la conformité par rapport au logiciel de caisse. On va regarder la conformité par rapport au mode de conservation des documents et des pièces justificatives de l'entreprise. Puis ensuite, on va examiner un certain nombre de points en matière de détermination du résultat fiscal et de règles applicables en matière de TVA. Donc, on va valider qu'on applique bien le bon régime en matière d'impôt sur les bénéfices et de TVA et on va étudier un certain nombre de points comme les amortissements, les provisions, les charges à payer, les charges exceptionnelles et également les règles d'exigibilité en matière de TVA. On va voir ces 10 points ensemble au moment de la présentation de l'outil qui reprend l'ensemble de ce chemin d'audit. Alors, Patrick, oui. Alors juste pour
terminer sur ces 10 points. Il y a une question d'Alain Dupraz sur le chat là, qui est intéressante. Est-ce qu'on peut ne faire que une partie de ces 10 points? Bon, là, le principe que l'administration nous a indiqué, c'est qu'a priori, quand on fait un ECF, on fait un ECF complet. Maintenant, il est tout à fait possible que pour les années qui viennent, l'entreprise ne soit pas en mesure de réussir à se qualifier sur l'ensemble de ces 10 points. Et donc, il peut y avoir dans le compte rendu de mission des points qui ne font pas l'objet d'une intervention par le professionnel extérieur parce que les conditions ne sont pas réunies, parce qu'on n'a pas accès aux données, parce que c'est trop compliqué à faire. Et donc, évidemment, vous pouvez faire des ECF partiels. On s'est assuré vis-à-vis de l'administration qu'au moins dans les premiers temps, le fait d'établir un ECF partiel ou un ECF qui ne validait pas certains points n'était pas un indice pour eux de venir faire un contrôle sur les points non validés ou les points non conformes. Et évidemment, leur intérêt, évidemment, c'est aussi celui-là, c'est que de plus en plus d'entreprises s'améliorent dans leur qualité comptable et dans leur présentation, dans leur transparence. Et donc, elles préfèrent avoir des ECF partiels sur certaines entreprises que pas de CF du tout. Et donc, il ne faut pas hésiter aujourd'hui, si vous avez un client pour lequel vous êtes capable de lui dire, bah, écoute, tout est OK, sauf que les provisions, ça demande encore un peu d'expertise pour qu'on aille plus loin dans les années suivantes. Mais faire des ECF sans valider le point numéro 7 et 8, par exemple, et puis l'année prochaine, après avoir travaillé avec la boîte et mieux justifier les provisions sur des aspects statistiques, en fonction des choses, etc., être capable de valider l'ensemble des 10 points. Donc voilà. Donc après, par principe, on passe pas commande d'un ECF partiel, mais rien n'interdit de le faire si effectivement il y a des limitations dans la mise en œuvre. Ouais, c'est tout à fait ça. On a beaucoup, tu as raison de le souligner, beaucoup échangé avec le directeur du contrôle fiscal de la DGFiP sur ce point. Et un ECF partiel, voire même un compte rendu de mission dans lequel on aurait un ou deux points évidemment non conformes, ce qui pourrait arriver, c'est absolument pas un élément qui va aller déclencher un contrôle fiscal dans les semaines qui vont suivre l'envoi du compte rendu de mission. Il est très clair pour la DGFiP que l'important c'est que l'entreprise rentre dans une relation de confiance. Ça peut être progressif, ça peut prendre du temps, mais l'objectif de la DGFiP, c'est d'établir à long terme une relation de confiance avec le plus possible d'entreprises. Donc, aucune difficulté, notamment pour la première année, d'envoyer un compte-rendu de mission partielle. Il n'y a aucun doute sur ce point et ça ne déclenchera pas un contrôle fiscal dans les semaines qui vont suivre l'envoi de ce CRM partiel. Dernier point, peut-être avant qu'on passe au portail et à la démonstration de l'outil, pour vous signaler les outils dont vous disposez déjà. Alors peut-être aussi les outils existants pour vous rappeler que sur le site internet du Conseil supérieur de l'ordre, donc sur expert-comptable.fr, vous avez un dossier thématique accessible par tous. Vous vous identifiez avec Compte Expert et vous avez accès au dossier thématique et vous allez retrouver un dossier thématique sur l'examen de conformité fiscale dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de documents qu'on vous a déjà présentés, comme les exemples de lettres de mission, les fiches d'information clients pour adresser à vos clients et aux chefs d'entreprise qui pourraient être concernés. Vous avez également notes de synthèse, fiches marketing. On vous met également en ligne le cahier des charges de la DGFiP qui précise l'examen qu'il faut réaliser sur chacun des 10 points du chemin d'audit qu'on va retracer ensemble. Peut-être juste avant la démonstration, Laurent, si tu peux nous rappeler, parce qu'on a vu l'intérêt pour l'entreprise, l'intérêt fiscal, mais peut-être rappeler l'intérêt pour l'expert comptable de réaliser cette mission auprès de ses clients. Alors, on a déjà évoqué un intérêt qui me semble assez essentiel, c'est celui de se prémunir contre un éventuel rappel chez un client qui mettrait en cause l'expert comptable, qui n'a pas proposé un ECF et que le client aurait refusé. Donc ça, c'est déjà un vrai avantage en termes de sécurisation de la relation qu'on a avec son client. Le deuxième avantage, qui est toujours aussi défensif, vous allez voir, il y a aussi des avantages offensifs. Le deuxième avantage aussi défensif, c'est de s'imaginer qu'évidemment, comme dans le CF, il y a un certain nombre de points qui concernent la comptabilité. Imaginez un tiers extérieur venir réaliser un ECF avec un compte-rendu qui laisserait entendre que la qualité comptable du fichier des écritures n'est pas garantie ou qu'il y a un certain nombre de points qui posent problème, mettrait l'expert comptable dans une relation un peu particulière.
l'ECF n'est pas un examen de cohérence et de vraisemblance que font les OGA, ni même un examen de pièces comptables, mais bien un examen qui porte sur la qualité comptable, la justification de l'ensemble des opérations qui ont été identifiées dans les 10 points d'audit. J'aurais du mal à imaginer comment je expliquerais à mon client que le point numéro 2, qui est la qualité comptable de sa comptabilité, n'est pas assuré alors qu'il a confié à un expert comptable le soin de lui tenir ou de superviser sa comptabilité. Donc, il est évident que vous serez beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confortable si c'est vous qui faites le CEF que si c'est un tiers qui le fait. Et le troisième point qui, lui, pour le coup, est à mon sens, un vrai avantage qu'on réclame depuis des années à corps et à cri, c'est la reconnaissance d'un statut de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le fait de confier à un expert comptable le soin d'établir sa comptabilité ne donne pas d'avantage particulier. Demain, si vous combinez à votre mission de présentation un examen de conformité fiscale, vous allez avoir, avec cette signature de ce document, des avantages tangibles pour le client. C'est-à-dire pas de pénalité, pas de rappel, moins de contrôles fiscaux. Et donc, c'est la reconnaissance de la qualité du travail qui est fait. Ça permet aussi d'expliquer au client et de mieux que le client comprenne mieux ce qui est aujourd'hui la valeur ajoutée de notre mission. Quand on fait des gens de présentation, il n'imagine pas le travail qui est fait. En fait, on est dans une zone où c'est souvent le problème qu'on a avec les clients, c'est que c'est du matériel, c'est du conseil, et donc lui il croit que c'est du presse-bouton, il se donne la compta, il récupère une liasse fiscale, il ne sait pas ce qui s'est passé, quel est le travail que vous avez fait, le travail de supervision que vous avez été amené à réaliser auprès de vos collaborateurs, l'existence d'un dossier de travail. Son client n'en a même pas conscience en fait. Donc tout ce boulot, aujourd'hui, il va pouvoir se traduire à travers cette attestation de conformité qui dit, bah voilà, tu m'as donné une comptabilité, je te rends quelque chose qui est conforme et qui respecte les principales règles fiscales, et voilà l'attestation qui va avec. Ça fait partie des deux principales demandes de nos clients. C'est-à-dire en fait, un client, quand il va voir un expert comptable, il veut d'abord de la sécurité, de la tranquillité, il veut dormir tranquille, et c'est pour ça qu'il fait appel à un professionnel d'expert comptable. Et puis la deuxième chose, ce qu'il veut, c'est qu'on l'accompagne, qu'on l'aide à optimiser sa situation, qu'on lui apporte des conseils et de la valeur ajoutée. Le premier point, il va être matérialisé, il va être consolidé par la production d'un ECF. Okay. Alors qu'aujourd'hui, c'était un peu immatériel pour lui. C'est-à-dire que cette relation, elle était un peu ambiguë. Le client pense qu'il a effectivement confié, voilà, et l'expert comptable, lui, il a une mission qu'il a bien définie, qui connaît mieux les contours, et il y a une sorte de mini-gap entre ce que le client attend et ce que l'expert comptable fournit, et ce qui fait que quand tu as un contrôle fiscal, le client ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi il a des rappels, alors que c'est pas, voilà. Mais parce que c'est pas dans la mission. Le fait de faire un ECF va permettre de donner une assise à cette relation et cette demande et ce besoin du client en matière de sécurité. Et c'est pas parce qu'on va faire un ECF d'à côté qu'on va se transformer en auxiliaire de l'administration fiscale. Moi, j'ai aucun problème à jongler avec ces deux casquettes. C'est-à-dire dire à mon client, voilà, je t'accompagne et je t'assure que ta comptabilité, elle sera faite dans les règles, que les délais seront respectés et que tu pourras bénéficier d'un certain nombre d'avantages en ayant recours à mes services. Et de l'autre côté, je suis là aussi pour t'accompagner dans l'optimisation de ta gestion, dans l'optimisation de ta situation fiscale, sociale, personnelle, dans le fait que ta société sera mieux gérée demain. Et voilà. Et donc, ces deux aspects, sécurité et optimisation, sont les deux services en tant qu'expert comptable doit remplir. Et le fait de pouvoir matérialiser ça par le CF sur le premier point est, à mon sens, quelque chose qui est essentiel et qui devrait devenir la règle. C'est dans toutes les missions de présentation, on devrait rajouter automatiquement dans l'aide de mission demain l'option ECF à prendre par le client. Et si le client ne veut pas l'option CF, il faut qu'il nous le dise. Je lui dis non, moi je ne veux pas de CF, je suis pas prêt à payer les 200, 300, 500, 1000 euros, je ne sais pas, le prix, ça va dépendre de la taille du dossier, ça va dépendre de tout un tas de choses. Voilà. Donc les avantages pour l'expert comptable, à mon sens, sont nombreux, à la fois pour l'expert comptable, mais également pour l'ensemble de la profession. Je pense que si on est au rendez-vous de ce produit, de l'ECF, auprès de nos clients, et que c'est nous qui en jouons un maximum, il n'y a pas de raison que demain, on ne puisse pas en faire un outil de lutte contre l'exercice illégal. Et donc ça, l'administration fiscale y est sensible. Elle attend par contre qu'on lui démontre notre capacité à accompagner les entreprises dans ce chemin d'une meilleure transparence fiscale, d'une meilleure vision fiscale. Et ce qui est, très honnêtement, les attentes de la plupart de nos clients entreprises. Rares sont ceux qui ne souhaitent pas être en règle auprès du fisc, dormir tranquille et ne pas avoir de problème. Donc on va vers une relation qui est gagnant, 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 tripartite.
Merci Laurent, c'est très clair. On a bien compris tous les avantages. Je propose qu'avec Salima, peut-être maintenant, on regarde un petit peu comment est-ce qu'on va utiliser donc ce nouvel outil pour vous accompagner dans la réalisation du compte-rendu de mission et voir peut-être quelles sont les étapes clés, comment on fait pour y accéder à cet outil. Oui, alors effectivement, donc demain, vous avez envie de lancer votre premier compte rendu de mission, eh bien, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vous enregistrer sur la plateforme jesignexpert.com. Puisque comme cela a été dit, effectivement, aujourd'hui, nous vous proposons une solution clé en main qui va vous permettre à la fois de créer, d'éditer et de signer votre compte rendu de mission. Donc, pour cela, il faudra donc s'inscrire sur la plateforme jesignexpert.com au travers d'un enregistrement. Aujourd'hui, vous êtes très, très nombreux à utiliser jesignexpert.com au sein de votre cabinet. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont toujours pas mis en place. Eh bien, sachez que pour utiliser donc le CF, il faudra donc s'enregistrer. Bien évidemment, cette solution n'est accessible qu'aux experts comptables inscrits au tableau de l'ordre, ce qui permet notamment de lutter contre l'exercice illégal. Et donc, une fois que vous avez réalisé cet enregistrement, vous pourrez accéder à l'ECF. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas réalisé cet enregistrement, je vous propose de vous faire une démonstration assez rapide, 3 minutes, pour vous montrer comment vous enregistrer. Donc, tout simplement, il vous suffit d'aller sur jesignexpert.com, donc qui est le site internet de la plateforme, et d'accéder en haut à droite au petit bouton enregistrer ou connexion pour ceux qui se sont déjà connectés. Donc là, vous voyez à l'écran, normalement, la vidéo va défiler. Voilà, je me suis connectée et donc je m'authentifie bien évidemment avec mon compte expert, identifiant et mot de passe. Et là, j'accède à la première étape de mon enregistrement. L'enregistrement donc est une étape durant laquelle toutes les informations de votre compte expert remontent vers jesignexpert.com. Donc là, il vous suffit de vérifier l'exactitude des informations qui apparaissent et d'indiquer bien évidemment votre numéro de téléphone mobile. Ce numéro de téléphone doit être vraiment personnel, seul vous devez y avoir accès et afin de recevoir notamment le code OTP, le One Time Password, le mot de passe temporaire qui va vous permettre de vous enregistrer et à terme de signer l'ensemble des documents que vous allez réaliser lors de vos collectes. Deuxième étape, c'est préciser les informations relatives à mon identité et notamment ma date de naissance. Donc là, vous voyez qu'il est vous avez juste à indiquer votre date de naissance et également charger votre pièce d'identité recto verso. Veillez à ce que le fond sur lequel vous allez charger votre pièce d'identité soit neutre, donc évitez les nappes fleuries ou les motifs. Et surtout, la piste MRZ, donc c'est la piste qui apparaît là, doit être parfaitement visible et lisible. Donc une fois que j'ai téléchargé mon recto et mon verso, je confirme tout simplement et là je vais lire, bien évidemment, le contrat de souscription avec Universign, qui est notre prestataire de confiance avec lequel nous travaillons pour vous proposer cette solution de signature électronique. Et là, je vais donc cocher et je vais recevoir le code OTP, mot de passe temporaire, qui va me permettre de valider mon enregistrement et donc de créer mon certificat électronique. Le certificat électronique, il vous appartient. Il est valable 3 ans. Il est nominatif. Si vous souhaitez donner des droits à vos collaborateurs, et notamment un droit de signature, par exemple, à l'un de vos collaborateurs, eh bien, votre collaborateur devra effectuer la même démarche pour obtenir lui aussi son certificat électronique et pour pouvoir utiliser jesignexpert.com. Vous pouvez également donner des droits à vos collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser la plateforme jesignexpert.com et a fortiori la plateforme ECF à travers votre outil compte expert. Donc ça, c'est très simple. Je vous invite tout simplement, pour ceux qui sont déjà enregistrés, à consulter votre FAQ en ligne qui vous permettra d'accéder à toutes les informations dont vous avez besoin, notamment pour créer des droits à vos collaborateurs. Donc là, vous voyez, l'enregistrement a été réalisé à l'essai. Donc, c'est bon, vous pouvez utiliser la plateforme
jesignexpert.com. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement l'accès au CRM, et après je passe la main à Céline qui va vous montrer, vous réaliser une démo complète. Donc là, vous voyez, j'ai accès à mon espace privé. Cet espace privé reprend les informations liées à mon identité, mais surtout, vous pouvez personnaliser un certain nombre d'éléments sur au niveau de votre compte, mais au niveau de vos cabinets également. Donc, vous voyez ici, vous avez accès à votre outil, au service ECF à travers votre espace privé, et notamment le lien « Je découvre » qui va vous permettre d'accéder à ce nouveau service que nous vous proposons via l'interface jesignexpert.com. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Céline qui va vous faire justement une démonstration complète de l'outil. Alors, ce qu'on veut préciser, Salima, c'est que ça sera accessible à partir de lundi, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Lundi, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous recevrez un email avec justement la disponibilité. Donc, nous visons effectivement lundi, mais ne vous inquiétez pas, vous recevrez un email d'information vous informant de la disponibilité de l'outil. Alors, je vais passer la main à Céline. Céline, est-ce que tu as la main? Oui. Normalement, vous allez bientôt voir mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran d'accueil de Je signe expert? On voit un écran, on ne sait pas si c'est le tien, mais on en voit un. Vous me dites Non, là, quand on voit toujours l'écran. Non, on voit toujours l'écran. Parce qu'il y a deux Céline, en fait. Donc, du coup, je ne sais pas si j'ai pris la bonne… Je peux pas te dire. Je recommence. Normalement, oui. Je finis, mais… C'est bon, tu as accès? Non, là, j'ai pas accès. Tout à l'heure, j'avais fait le partage, mais c'est le temps que ça arrive. Oui. Alors, parce qu'il y a deux Céline, je sais pas pourquoi. Pendant que vous gérez les petits problèmes techniques, on va en profiter pour répondre à quelques questions qui sont posées par les auditeurs. Il y en a plusieurs qui tournent autour du sujet qui est comment réussir à vendre une mission de CF alors que c'est une mission qu'on fait déjà en partie. C'est exact, et c'est pour ça que je pense que on est les mieux placés pour vendre des CF parce qu'on est capable de proposer une offre à un tarif imbattable compte tenu du fait que une partie du travail a déjà été faite et on a déjà été payé pour faire ce travail. Si vous êtes l'expert comptable du dossier, vous imaginez bien que tout ce qui est cohérence d'IMO, de provisions, justification des provisions, des charges à payer, la cohérence de chiffre d'affaires, vous voyez, il y a 80% du job qui a déjà été réalisé. Donc évidemment, passe à un concurrent qui doit lui non seulement récupérer dans votre dossier de travail l'ensemble des documents pour se lancer dans la réalisation de cette mission, on comprend bien qu'on a un avantage concurrentiel immédiat, c'est-à-dire qu'on a déjà dans notre dossier des éléments pour faire le boulot, et le boulot a déjà été fait et on a déjà été payé pour ça dans le cadre de la mission de présentation. Donc c'est-à-dire que le prix de la mission de CF, quand on est dans une mission de présentation, doit être très raisonnable. D'accord? Donc personnellement, je vais vous dire comment je suis en train de réfléchir aujourd'hui. J'hésite entre un pourcentage des honoraires, donc rajouter une sorte de 13e mois, voilà, c'est peut-être 5% des honoraires annuels, donc un dossier à 2000 euros, 2500 euros serait facturé entre 100 et 150 euros, vous voyez à peu près l'idée, ou alors de créer un barème qui serait de dire, bah voilà, pour les missions de présentation, pour les clients qui font moins de 500 000 euros, bah c'est 150 euros le CF, moins d'1 million, c'est 250, etc., de manière à ce que le montant de la facturation, voilà. Alors, comment on vend le CF? C'est qu'évidemment, le client va vous dire, oui, mais tu as déjà fait le boulot. Non, ce qu'on fait, c'est une mission de présentation. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques différences. La première différence, c'est qu'il y a déjà un travail à faire, qui est celui de renseigner un compte rendu de mission. C'est-à-dire que dès qu'on vous demande de bosser, de remplir un document, ça prend du temps, il faut bien le facturer et le valoriser. Le deuxième, c'est qu'il y a une contrepartie pour le client. Il va avoir bien l'avantage. Aujourd'hui, il ne l'a pas, ça. Donc, si on est prêt à faire ce contrôle de mission, c'est qu'il y voit lui un avantage, et donc s'il y voit un avantage, ça veut dire qu'il est prêt évidemment à payer pour avoir cet avantage si le montant est raisonnable. Et la troisième chose, c'est qu'il y a quand même quelques
quelques missions complémentaires à faire et la responsabilité du cabinet qui est engagée. Aujourd'hui, vous engagez pas votre responsabilité dans l'établissement des comptes. C'est le client qui est toujours responsable de ce qu'il y a dans ses comptes. Quand vous faites un ECF, en tant que prestataire extérieur, vous allez donner un coup de tampon officiel en tant qu'expert comptable sur la qualité comptable, sur la nature déductible des provisions, de machin, etc. Donc il y a une responsabilité qui va se traduire par l'éventuel remboursement d'une partie de vos honoraires si vous avez échoué dans cette mission, mais il n'y a pas de travail qui ne peuvent pas justifier un montant d'honoraire. Voilà. Maintenant, si le montant d'honoraire est complètement décorrélé de la contrepartie que le client peut valoriser dans sa tête, ça ne marchera pas. Mais si vous rajoutez un montant modique qui justifie une partie de votre boulot, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'un client refuse. Vous lui expliquez ce que vous devez faire. L'intérêt du contrat d'émission, lui, ce qu'il va voir, c'est qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que j'ai en face. Voilà. Et en face, il achète sécurité, tranquillité, et il va payer un peu plus cher. Voilà. Et s'il ne veut pas le faire, vous lui dites, pas de problème. La meilleure solution, c'est de lui demander de signer un document dans lequel il reconnaît que vous l'avez informé des avantages de l'ECF et qu'il a décidé de ne pas y souscrire et qu'il vous décharge de toute responsabilité en cas de contrôle. Vous allez voir que votre client, il va vite vous signer votre lettre de mission pour faire un ECF à 200 balles. J'ai aucun doute sur le sujet. Donc, moi, je sais que je l'ai testé avec des clients, j'avoue que j'ai pas eu de difficulté, même au début, les premières réactions, c'est effectivement des non mais je te paye déjà, enfin voilà, tout ça c'est l'argumentation commerciale classique qu'un client va essayer de sortir pour éviter de avoir une partie des honoraires et ou essayer d'imaginer que vous pouvez lui inclure dans le prix, quoi. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air Alors, de est-ce qu'on est prêt? Si, c'est bon, Céline, on voit ton écran. C'est bon. Toi, Céline. Super, Bon, merci beaucoup. alors, vas-y. Alors, je reprends la main. Donc, je repars de l'écran principal de Je signe expert que vous a montré Salima. Donc, quand je clique sur Je découvre, j'arrive sur le tableau de bord qui me permet de visualiser l'ensemble des comptes rendus de mission qui sont en cours, qui sont terminés ou qui ont été signés. Donc, on reviendra plus tard sur le tableau de bord. Je vais déjà vous montrer comment on crée un CRM. Donc, vous avez un bouton sur la droite en haut qui vous permet d'accéder aux 3 écrans principaux pour créer le CRM. Donc, vous voyez, il y a les 3 points en haut. Donc, quand c'est en orange, c'est qu'on est sur le point à renseigner. Donc, on a les points à traiter qui correspondent au point du chemin d'audit, des informations générales sur le prestataire, le client et l'exercice examiné, et puis les fameux points d'audit où on aura un certain nombre de questions à renseigner. Donc sur le premier écran, on a bien nos 10 points d'audit. Donc comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on peut en décocher certains. Par exemple, on va décocher pour l'exercice, pour la démonstration, le 8 et le 9, parce que pour gagner un petit peu de temps, et puis c'est le même fonctionnement, mais je vous les remontrerai par la suite si vous le souhaitez. Et donc une fois que j'ai sélectionné les points de mission tels que je les ai j'ai conclu avec mon client dans ma lettre de mission, je passe à l'étape suivante. Donc, je peux soit cliquer sur suivant, soit directement cliquer sur le bouton en haut. Donc ici, vous voyez, vous avez les 3 zones. Donc, les informations, on a repris les formulations de l'administration fiscale. Donc, prestataire, forcément, c'est votre cabinet. Les informations du client et puis les informations liées à la déclaration. Donc, tout le compte rendu de mission tel que vous le voyez là correspond au modèle fourni par l'administration fiscale. Donc, un certain nombre d'informations vont être récupérées à partir du compte expert. D'autres vont être à ressaisir. Donc, c'est une démonstration. Donc, les chiffres saisis ne sont pas des vrais cas forcément. Et comme vous voyez, la zone ici est à renseigner, mais il y a une mémorisation des informations déjà saisies précédemment, ce qui permet de gagner du temps. Et je dois aussi indiquer la civilité. Donc, quand j'ai fini de renseigner un bloc, je passe au bloc suivant en appuyant sur le bouton Continuer. Donc là, je renseigne les informations liées à mon client. Donc, le numéro de client, c'est c'est l'identification de votre client au sein du cabinet. Donc, on va mettre un numéro pareil au hasard. Donc, on va créer le client. Le numéro de SIRET, je vous mets un numéro au hasard qui n'est évidemment pas tel que ça devrait l'être. Mais c'est juste pour vous montrer que la zone correspond bien à la formalisation d'un numéro de SIRET.
On va considérer que c'est un restaurant. On va le mettre au hasard. Hop. Donc ça, c'est des informations dont vous disposez. Bon, ben, ça prend un tout petit peu de temps, mais il y a quand même pas trop d'informations. C'est des zones libres, donc il n'y aura pas de contrôle par l'outil, mais vous pourrez le revisualiser et revenir à tout moment pour les modifier si vous voyez que quelque chose est mal saisi. Donc après, au niveau du mode d'exercice, vous pouvez sélectionner si c'est un mode d'exercice individuel ou sociétal. Donc moi, je vais rester en sociétal. Si j'avais pris individuel, en fait, ça m'enlève juste les zones nombre d'associés et la date d'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Donc cette zone, il faudra la remettre d'ailleurs. Donc je vais considérer qu'on est 2 dans la société et que on a fait un assujettissement, on a fait l'option n'importe à la création en 2017. Je choisis le département d'exercice, donc je me suis mis à Paris, mais j'aurais pu être dans n'importe quel autre département. Et par défaut, on a considéré que la profession qui prend en charge le CF, c'est l'expert comptable, mais on a prévu les autres cas que l'administration a mis sur le CRM et vous pouvez modifier sans problème cette zone. Donc quand j'ai tout renseigné, je fais le bouton continuer et j'arrive dans le dernier bloc, donc celui sur la déclaration examinée. Donc l'administration demande la date de réception de la déclaration, mais vous pouvez mettre a priori la date d'envoi. Si vous avez la date de réception, bien sûr, vous l'indiquez. Donc là, c'est pour la démonstration. Je mets les dates déjà pré-renseignées. Le résultat déclaré sur la déclaration. Donc pareil, je mets des montants au hasard. C'est juste pour vous montrer. Par défaut, ici, sur la date d'établissement du compte-rendu, c'est la date du jour. Bien sûr, si vous faites ce compte-rendu sur plusieurs sessions, vous pourrez revenir mettre à jour cette date-là si vous le souhaitez. Il y a une case qui permet de préciser si c'est un compte-rendu de mission rectificative. Donc, dans notre cas, je vais mettre non. Et on me demande également le chiffre d'affaires. Donc, je mets également au hasard. Je considère dans notre cas que la comptabilité est tenue hors taxe et que je ne suis pas assujetti partiel. Donc, je fais suivant. Vous voyez que j'ai aussi la possibilité de faire enregistrer et fermer. Si je souhaite juste créer le dossier, enfin mon CRM l'entête, mais que je n'ai pas encore les éléments pour faire le point d'audit, je peux m'arrêter à cette étape et enregistrer le dossier. Je suis obligée de venir jusqu'à cette étape pour que le CRM soit créé dans mon tableau de bord. Donc je fais suivant et donc je passe à la dernière étape concernant le chemin d'audit. Donc les chemins que j'ai sélectionnés, les points que j'ai sélectionnés apparaissent en orange pour me signifier qu'il faut que je renseigne ces lignes-là, enfin ces blocs. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés apparaissent en gris. À tout moment, je peux retourner sur le premier écran et les resélectionner. Ça pose pas de problème du tout. Et donc quand on aura tout renseigné, on pourra soit juste enregistrer, soit terminer, et puis par la suite, on pourra faire la signature. Donc, je vous propose de parcourir chacun des points. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, hein, Oui. pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est qu'on a voulu faire un outil à la fois didactique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui vous sont posées pour vous guider dans l'appréciation du caractère conforme ou non conforme de chacun des points qui sont identifiés dans le chemin d'audit. Mais on a aussi voulu faire quelque chose qui soit efficace et on pense qu'effectivement au 5e ECF que vous allez faire ou au 10e, vous allez finir par savoir et connaître par cœur les critères qui permettent de dire si le dossier est conforme, enfin si le point d'audit est conforme ou pas conforme, surtout que vous connaissez vos clients, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc il y a deux manières d'avancer. Soit on descend effectivement toutes les questions, soit on prend des raccourcis, et c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum. En ce qui concerne le point numéro 2, la qualité comptable du FEC au regard de l'homme comptable. Il existe déjà sur le marché plein de logiciels qui nous permettent de faire une analyse du FEC et de ressortir un certain nombre de points d'attention. La difficulté qui se pose aujourd'hui, sur laquelle on est en train de travailler et on ne sait pas comment ça va évoluer, c'est que le compte rendu, enfin le cahier des charges qui a été fourni par l'administration et avec laquelle on a longuement échangé sur ce sujet à plusieurs reprises avec Patrick et d'autres membres de la commission fiscale,
c'est que les exigences qui sont fixées dans ce cahier des charges ne sont pas respectables par la plupart par la comptabilité des petites entreprises. Exemple, on nous parle de séquentialité des numérotations des pièces comptables et des écritures par journal. C'est pas une exigence du code de commerce d'avoir des pièces numérotées de manière séquentielle. Qu'on numérote les écritures comptables dans le logiciel, pas de problème, mais il n'y a rien qui oblige aujourd'hui une entreprise à numéroter ses pièces. Ce qu'on veut, c'est assurer que le chemin d'audit est valable et qu'on peut facilement aller de la comptabilité à la pièce et de la pièce à la comptabilité. De la même manière, ce qui est interdit, c'est les écritures de regroupement et les écritures de centralisation. Mais là encore, si vous avez des logiciels métiers, il y a tout un tas de cas de figure qui vous permettent de récupérer dans votre comptabilité des regroupements d'écritures dès lors qu'on peut accéder aux détails à travers le logiciel métier que vous utilisez. Voilà. Et donc, toutes ces subtilités pratiques qui font que la comptabilité ne remplit pas exactement le cahier des charges, mais ne rend pas pour autant votre FEC non conforme au regard de la qualité comptable générale, c'est qu'on s'est retrouvé face à une difficulté avec l'administration fiscale. On leur a dit, mais on ne peut pas respecter votre cahier des charges, mais d'un autre côté, c'est pas pour autant que la qualité n'est pas conforme. Et quand on en parle avec Jean-Pierre Cossin, il y a une remarque très pertinente, il dit, mais est-ce que tu peux apprécier si la comptabilité fera l'objet d'un rejet ou pas par un contrôleur en cas de contrôle? C'est ça la vraie question. C'est est-ce que le FEC que tu vas produire va permettre à un inspecteur des impôts de faire un contrôle et de s'y retrouver, et de retrouver ses petits. C'est-à-dire qu'il va chercher, il va regarder, il va savoir si on n'a pas récupéré trop de TVA, voilà. Et donc, à la fin des discussions, on était tous épuisés avec l'administration fiscale. Et donc là, il nous dit, que nous dit l'office? Il nous dit, non mais attachez-vous à l'esprit plutôt qu'au texte. C'est assez original d'avoir ce type de discours, mais le problème, c'est qu'on est dans une situation qui est un peu bloquée. C'est-à-dire que l'administration a sorti le 13 janvier un arrêté avec un cahier des charges. Ils nous ont demandé pendant toute la réunion pourquoi on leur avait pas dit avant. Bon, on leur a pas dit avant parce qu'avant, la profession n'était pas engagée dans la production d'un ECF. Donc, bon, ça c'était avant, alors on va pas revenir sur cette histoire sans temps. Et donc, ils ont été obligés de sortir un truc qui n'a pas été revu par des professionnels d'expérience comptable et à travers l'institution. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué. Donc on se dit qu'en définitive, c'est un mal pour un bien, parce que en fait, la qualité comptable du FEC, quand la comptabilité est tenue par un expert comptable, croyez-moi, elle est assurée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques dossiers sur lesquels vous devez être vigilant en matière de centralisation. Ça, il faut arrêter les centralisations. En matière de regroupement d'écriture, assurez-vous qu'il y a bien un logiciel métier. Mais pour le reste, vous avez les autres points. Vous voyez, le fait qu'il y a des écritures d'à nouveau identifiées, que les écritures soient équilibrées, que la date de validation des écritures comptables soit plus tard le jour du dépôt de l'alias fiscale, on ait bien une contrôle de cohérence du résultat comptable du FEC avec celui déclaré de l'alias fiscale. Voilà, dès lors que vous utilisez des logiciels produits par nos éditeurs habituels, vous remplissez toutes ces cases. Donc, on a mis ici sur cette qualité comptable du FEC un certain nombre de questions qui vous permettent de vous rappeler en fait si vous avez ou pas effectivement vérifié les 11 points, etc. Donc, que vous pouvez retrouver facilement. On a mis en ligne l'ensemble des documents accessibles. Et une fois que vous les avez en tête et que vous savez ce qu'attend l'administration fiscale, et j'imagine que si vous produisez une comptabilité pour vos clients, vous savez aussi ce que l'administration fiscale demande en termes de centralisation et de regroupement d'écriture, et bien dans ces cas-là, on gagne du temps, on va directement cocher parcours rapide et on dit c'est conforme et puis voilà. Est-ce qu'il y a besoin de mouliner dans un outil le FEC pour savoir que la comptabilité elle est conforme quand elle sort d'un logiciel du marché produit par un éditeur qui a pignon sur rue et qui est présent au congrès chaque année? Je n'en suis pas certain. Oui, à vous de savoir comment vous avez organisé la compta en termes de centralisation et de regroupement d'écriture. Voilà le vrai sujet en fait qui va se poser à vous. Okay. De la même manière, le point numéro 1, qui est la qualité du FEC, c'est un test qu'il faut faire sur test compta des maths, qui est l'outil de l'administration fiscale. Faites-le une fois ou
par le logiciel X ou Y. Mais si le logiciel X est capable de sortir un FEC qui est conforme sur un dossier, j'imagine qu'il doit le faire sur le dossier d'à côté et le dossier d'après. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment systématiquement besoin d'aller traiter le dossier sur test compta des maths si vous êtes assuré au moins une bonne fois pour toutes que votre logiciel favori que vous utilisez tous les matins produit des faits qui sont conformes à test compta des maths. Et là aussi c'est pareil, dans test compta des maths, ce que nous demande l'administration fiscale dans son cahier des charges sur la conformité du fichier des écritures comptables, point numéro 1, c'est 1, que ça passe le test compta des maths, 2, qu'on s'assure que la comptabilité est clôturée. Alors, évidemment, la comptabilité, elle ne sera pas clôturée quand vous allez établir votre compte rendu de mission, parce que vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit, pour une clôture au 31 décembre, pour clôturer l'exercice. D'accord ? Il y a une différence entre valider l'exercice et les écritures avant de sortir le FEC et la fiscale, et clôturer l'exercice pour le basculer et rouvrir l'exercice suivant. Or, le Code de commerce nous dit qu'on peut clôturer au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. D'accord ? Donc vous avez légalement jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour clôturer la comptabilité. Or, à la date à laquelle on va faire le FEC, il est fort possible que les écritures ne soient pas clôturées. Donc vous n'êtes pas capable d'attester que c'est clôturé. Donc même le premier point, vous voyez, a priori, devrait poser difficulté si on souhaite respecter à la lettre le cahier des charges. Mais en vérité, ce que souhaite surtout l'administration fiscale, c'est qu'il y ait bien une clôture soit faite à un moment donné et que nous, on atteste dans notre contrôle d'une mission que le FEC passe la conformité de test compta des maths. Voilà, on leur a soulevé ce point de la clôture. Ils ont dit, bah oui, effectivement, alors j'imagine que si demain on envoie en plus le CRM en même temps que l'alias fiscale, là pour le coup c'est certain que la clôture ne sera pas réalisée au moment où ça partira. Personne ne clôture l'exercice alors que l'Assemblée s'est pas encore prononcée et que vous venez juste d'envoyer l'alias fiscale. Ça n'arrive jamais. Donc bon, voilà le contexte un peu. C'est une conformité d'ensemble en fait de chaque point et c'est particulièrement vrai. Hein, c'est vrai que la DGFiP nous l'a bien précisé sur les deux premiers points sur le fichier des écritures comptables. Si on prend le deuxième qui est la qualité comptable du FEC, il y a 11 sous-points normalement à vérifier, à respecter. C'est pas parce qu'on n'en respecte pas un qu'on n'est pas conforme. On peut même, et on va le voir avec la démonstration de Céline, détecter une anomalie, la signaler à l'administration dans le compte rendu, mais dire que c'est quand même conforme. Hein. L'objectif, c'est d'avoir une comptabilité probante, en fait, hein, qui ne puisse pas faire l'objet d'un rejet de compta. Et s'il y avait une anomalie, de toute façon, il n'y a pas de sanction fiscale qui pourrait être attachée à cette anomalie. Exactement. Donc, si effectivement, donc ça c'est un point qui est essentiel, hein, c'est qu'évidemment, si votre comptabilité, elle est probante, mais qu'elle ne respecte pas tous les critères du CRM, mentionnez-le. Zéro risque. Il ne va se passer rien. D'accord. Imaginons que vous ayez votre client qui a toujours pas compris qu'il fallait pas qu'il vous fasse des centralisations de sa caisse tous les mois sur un tableau Excel. Voilà, et pourtant c'est comme ça que ça marche. Vous marquez présence d'écriture centralisée dans le journal de vente. Mais un truc, une mention, et puis avec ça, on passe au point suivant. Et puis vous dites, là aujourd'hui, tu as une non-conformité sur cette qualité comptable, on en a déjà parlé. À terme, il faut aller dans le bon sens, il faut que tu achètes une caisse pour tes ventes, il faut que tu changes ta méthode de travail pour que tu puisses travailler comme ça. Voilà, c'est ça la règle. Okay. Donc, ce qu'on veut en fait, ce que veut l'administration, c'est rentrer dans une dynamique de progrès pour qu'à terme, l'entreprise soit parfaitement opérationnelle. Donc voilà comment fonctionne l'outil. Donc vous pouvez de manière très rapide valider conforme, non conforme, de manière à pouvoir à la fois avoir un outil très didactique pour vos collaborateurs et vous-même bien comprendre ce qu'on attend de vous sur chacun de ces points. Hein. On a passé du temps, enfin Patrick, surtout ses équipes, à bien lire le cahier des charges, bien comprendre ce qu'elles étaient les attendus de l'administration fiscale, quels étaient les points essentiels, etc. Et derrière, on a un outil donc à deux niveaux. Quoi. Voilà, soit c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement, soit c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour bien comprendre ce qu'on attend dans le compte rendu de mission. Donc, si on reprend rapidement ce qu'on vient de se dire, donc sur le premier point, effectivement, il n'y a que deux questions plus une zone complémentaire. Donc, à savoir, est-ce que la comptabilité est tenue de façon informatique et si oui, en utilisant l'outil test compta des maths, est-ce que des anomalies ont été relevées et dans ce cas-là, les signaler.
Donc s'il y avait des anomalies, comme je l'ai fait dans le cas, en dessous, ça apparaîtrait non conforme, mais vous pouvez recliquer sur conforme avec un message qui vous signale que par rapport aux questions et au fait que vous avez signalé une anomalie, normalement c'est non conforme, mais on vous laisse la main pour remettre conforme si vous considérez que l'anomalie est mineure et ne remet pas en cause la conformité du point. Donc le deuxième point, c'est celui que j'ai fait rapidement. Donc soit on prend le parcours rapide et ça correspond exactement aux questions présentes sur le formulaire CRM fourni par les impôts, soit on décide de passer par le parcours guidé. Et dans ce cas-là, on a prévu avec Patrick Viau donc quelques questions pour vous aider. Donc par exemple, la comptabilité est-elle tenue dans le cabinet en charge du CRM? Donc si on met oui, en fait, on considère qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin et que la qualité comptable est a priori correcte et que voilà, si vous avez quand même des anomalies à signaler, vous pouvez les indiquer ici et pareil revenir sur conforme ou non conforme si nécessaire. Si par contre la comptabilité n'était pas tenue dans le cabinet mais qu'on vous demande quand même le CRM, on vous pose deux questions complémentaires, à savoir si vous avez utilisé un outil de contrôle de FEC pour balayer rapidement la qualité comptable. Donc il y a un certain nombre d'outils sur le marché que vous trouverez facilement. Donc par exemple si je mettais non, on me demande effectivement de vérifier les 11 points dont a parlé Laurent juste avant ou Patrick. Donc si je les ai vérifiés et qu'il n'y a pas d'anomalie, ça passe bien en conforme. Donc voilà, on essaie de vous guider, mais comme Laurent l'a dit, c'est des questions complémentaires pour vous familiariser. À partir du moment où vous connaîtrez bien les différentes étapes du chemin d'audit, vous pouvez directement renseigner les questions telles qu'elles apparaissent dans le formulaire du modèle de l'administration fiscale. Donc là, je vais maintenant. Le point suivant concerne les logiciels de caisse. Donc, si votre client, si vous ne savez pas si votre client rentre dans le périmètre ou si vous le souhaitez vérifier, pareil, il y a un parcours guidé où on vous demande si l'entreprise est redevable de la TVA, si elle a des clients particuliers et si elle utilise un logiciel de caisse. Donc, dans ce cas-là, forcément, elle rentre dans le champ d'application. Si elle ne rentre pas dans le champ d'application, vous avez deux choix, soit vous redécochez le point sur le premier écran, puisqu'effectivement, il n'y a pas vraiment lieu de traiter le point, soit vous le laissez et vous venez mettre que c'est conforme. Alors, oui, là, vous pouvez reforcer que c'est conforme. Si elle était dans le champ d'application, vous devez préciser si le logiciel de caisse bénéficie d'une certification ou d'une attestation. Si ce n'est pas le cas, ça peut être, c'est comme une anomalie que vous devez signaler. Et pareil, vous pouvez réintervenir et remettre le point conforme si vous considérez que c'est malgré tout conforme. Voilà, donc en tout cas, on vous laisse la main. Le logiciel permet de pré-remplir et de vous indiquer par rapport à vos réponses si le point est plutôt conforme ou non conforme, mais jusqu'à la fin, c'est vous qui avez la main pour requalifier l'examen du point. Donc là, on va considérer que tout va bien, donc que l'entreprise est dans le champ d'application et que par ailleurs, elle a une certification. La question suivante concerne le mode de conservation des documents. Donc là, il n'y a que deux questions. Donc, est-ce que tout est conforme à la législation en termes de conservation des documents? Donc, pareil, oui, non. Si vous mettez non, il faut préciser quels éléments ne sont pas conformes. Et comme pour les points précédents, vous pouvez réintervenir sur l'état des lieux, enfin, sur l'état conforme ou non conforme du point. Alors là, ce que vient de vous présenter Céline, en fait, c'est à mon sens les deux sujets. Le point numéro 3, logiciel ou système de caisse, et le point numéro 4, mode de conservation des documents, qui nécessite de faire évoluer notre dossier de travail pour récupérer effectivement cette attestation et s'assurer qu'elle est à jour et que ça correspond bien à la caisse qu'il utilise, et faire un point sur la manière dont le client archive les pièces. Est-ce que c'est encore manuel ou est-ce que c'est informatique? Est-ce que ça remplit bien les conditions pour que ce soit un archivage électronique sécurisé? Est-ce que la piste d'audit est garantie? En vérité, c'est ça la question. Est-ce que l'administration fiscale, si elle demande une pièce comptable, on peut lui sortir, et si elle trouve une pièce comptable, elle peut aller à l'écriture et inversement. Voilà. Donc ces deux sujets, bon, souvent dans nos dossiers de travail, c'est pas clairement assuré. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas systématiquement l'habitude d'indiquer au client comment il doit ranger ses pièces et aller vérifier qu'il le fait bien. Hein.
on a interrogé l'administration, on dit mais est-ce qu'on peut pas se contenter d'une déclaration du client? Il fait non, il faut vérifier que vous avez bien fait. Alors sur les petits dossiers, les pièces vous les avez, c'est chez vous, c'est en démat, voilà, c'est pas de problème. Sur les dossiers un peu plus importants, il faut faire un tour chez le client et regarder comment il fait les trous dans les factures et comment il range ses classeurs et comment il numérote ses pièces. Voilà. Une fois que vous avez fait ces deux contrôles, tout le reste, vous allez le retrouver dans votre dossier de travail. Régime d'imposition, règles de détermination des résultats, tout ça. C'est des questions que vous êtes déjà posées. Est-ce que votre client il est bien dans le bon régime? Est-ce qu'il n'a pas franchi un seuil? Est-ce qu'on n'est pas passé du régime normal? Est-ce qu'il est bien BIC, BNC? Ça va être fait à l'entrée en relation. Voilà, donc toutes ces questions, vous les avez déjà traitées. Il n'y a plus qu'à les matérialiser. Voilà. Mais par exemple, là aussi, dans le cahier des charges de l'administration fiscale, la notion d'option a complètement été omise. C'est-à-dire qu'on vous dit, est-ce que par rapport aux déclarations, votre client est dans la bonne case? Non, il est dans les limites du régime simplifié, mais il a opté pour le régime réel normal. Donc ça, c'est une case qui n'est pas prévue par l'administration fiscale. Donc à l'évidence, s'il y a une option qui a été faite, elle est évidemment bonne. Alors est-ce qu'il faut qu'on aille rechercher l'option pour s'assurer qu'elle a bien été faite il y a 15 ans? Voilà. La réponse, on l'a pas. C'est-à-dire que même l'administration ne sait pas nous dire si, voilà. Nous, ce qu'on a souhaité leur laisser entendre, c'est que si on fait un ECF et qu'on valide qu'on est dans les bons régimes, parce qu'il y a une cohérence dans les déclarations qui sont faites, etc., ça vaut validation tacite des options antérieures. On n'a pas encore l'accord de l'administration fiscale sur ce point. Mais voilà, alors est-ce qu'on peut, si on ne retrouve pas matériellement l'option, régulariser l'option au moment où on fait un ECF? Pourquoi pas? C'est un peu l'idée qu'a Jean-Pierre Cossin, que je trouve plutôt intelligente. Vous êtes dans un régime fiscal qui n'est pas nécessairement celui qui aurait dû être appliqué, mais a priori une option aurait été faite, vous ne la retrouvez pas. C'est le moment peut-être de formuler une option et de mettre dans le CF qu'il y avait une non-conformité, mais que l'option régularise le truc. À voir. Donc bon, chaque cas est particulier, mais c'est pas possible d'utiliser le CF en fait comme étant un outil de régularisation de situations qu'on a un peu glissé sous le tapis parce qu'on savait pas trop comment les traiter. Voilà. Donc on se pose on a la même démarche en matière de provision. Des vieilles provisions qui traînent dans les comptes, dont on ne sait plus trop quoi faire. Est-ce que c'est pas le moment de profiter de l'ECF pour faire le ménage là-dedans et régulariser en disant voilà, oui, effectivement, il y avait des provisions, mais pour les reprises, voilà, au moment où on a fait l'ECF. Pas de pénalité, voilà. Mais donc l'ECF peut être aussi un outil de mise en conformité, mais c'est comme ça que l'administration le voit, d'accord, de mise en conformité, de régularisation d'une situation qui parfois était peut-être pas super claire. Donc après, on a deux blocs qui concernent effectivement les amortissements, les provisions, et puis il y a également charges à payer, charges exceptionnelles, mais c'est un peu le même mode de fonctionnement, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pour les points 8 et 9, mais vous les retrouverez, c'est vraiment le même type de présentation. Donc pareil, on a prévu un parcours rapide et un parcours guidé. Donc le parcours rapide correspond vraiment à ce que vous trouvez dans le modèle, donc le montant déclaré d'amortissement. Au hasard, par défaut, on considère que vous avez tout examiné dans le point, mais vous pouvez très bien, parce que vous n'avez regardé qu'une catégorie de biens, dire que vous avez examiné que pour 10 000 €. Est-ce que des anomalies ont été relevées? Donc si vous mettez oui, il faudra venir indiquer quel type d'anomalie et à combien correspond le montant des anomalies. Si vous mettez non, il ne vous reste plus après que la présentation de la méthode et les critères retenus par l'entreprise pour repréciser finalement ce que vous avez constaté dans l'examen. Mais c'est effectivement des informations que vous avez dans votre dossier de travail si la comptabilité est tenue. Si on passe par le parcours guidé, je vous le montre pour les amortissements, mais ce sera la même chose pour les provisions, c'est presque le même type de questions. Donc on a prévu des questions pour vous guider, pour revalider tous les points qui sont normalement à examiner quand on regarde les amortissements. Donc avez-vous respecté les règles du BOFIP relatives aux amortissements, donc des compositions, du réto? Avez-vous vérifié la distinction des terrains au sein des immobilisations sans en déterminer la valeur? Avez-vous vérifié la correcte immobilisation des achats de biens corporels? Les changements de méthode ont-ils été vérifiés?
Avez-vous réintégré les amortissements non déductibles, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance? Avez-vous réalisé le rapprochement des valeurs des immobilisations inscrites en comptabilité et celles déclarées sur l'alias fiscal, ainsi que le suivi des retraitements extra-comptables? Donc voilà, si par exemple, on décide de prendre on va dire que tout est bon, hein, je vais mettre des oui partout. En fait, ça va vous pré-remplir directement la question sur les anomalies. Donc directement, ça va vous dire, si tous ces points sont corrects, on présume qu'il n'y a pas d'anomalie. Si malgré tout il y avait des anomalies, vous pouvez recocher et venir repréciser les éléments que vous souhaitez indiquer à l'administration fiscale. Alors là, les points que Céline vient de vous lister sont ceux qui sont dans le cahier des charges de l'administration fiscale et c'est les points de contrôle qu'il faut qu'on vérifie. Vas-y, Patrick, pardon, je t'ai coupé. C'est exactement ce que j'allais dire et c'est effectivement, on a repris dans le parcours guidé tous les points signalés par l'administration fiscale dans le cahier des charges. Donc à vérifier. Okay. Il nous reste 20 minutes pour terminer la démo et conclure. Eh bien, j'accélère, je remplis tout ce que je dois remplir très vite. Donc, pour les provisions, c'est la même chose. Il y a plein de questions quand même aussi. Ouais, il y a beaucoup de questions. Je me doute. Donc, je vais prendre le parcours rapide et puis, si besoin, pendant les questions, on rouvrira les parcours guidés si vous avez des questions sur le sujet. Donc là, je vais considérer qu'il n'y a pas d'anomalie. Je mets des X pour la méthode. Donc, tout ça pour vous montrer tout le chemin. Donc, sur la TVA, donc on a pareil, préciser s'il y a des secteurs d'activité, moi je vais dire non, présenter la méthode, s'il y a des anomalies, non, sur la TVA collectée, des anomalies sur la TVA déductible, moi je vais dire non, mais ça peut arriver. Et donc vous voyez là, tous les points du chemin qu'on devait renseigner sont à bleu, donc ça veut dire qu'il ne manque pas d'informations. Il nous reste juste en information complémentaire à préciser le lieu où a été réalisé le CF. Il y a ici aussi, par défaut, comme je n'ai signalé aucune anomalie, il est venu cocher dans les conclusions générales qu'il n'y a pas d'anomalie, mais vous pouvez venir recocher absence d'anomalie après régularisation en précisant sur quel domaine il y a eu les régularisations. Vous pouvez également mettre... ça risque d'être assez fréquent en vérité, hein, par exemple les cohérences du chiffre d'affaires. Il y a des écarts. Ça arrive souvent, si vous avez des clients qui sont en prestation de service sur les encaissements, voilà, quand on arrête les comptes, on a parfois des divergences, et voilà. Mais ça fait l'objet d'une régularisation, et dans ces cas-là, ça apparaît dans le compte rendu de mission. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure. Il y a eu des anomalies qui ont été régularisées, et il y en a qui ont été régularisées au moment où le CF a été fait. Voilà les deux cas de régularisation. Donc le fait de signaler l'existence d'une discordance de chiffre d'affaires qui a fait l'objet d'une régularisation pose aucune difficulté et c'est possible évidemment de le faire. Donc voilà, quand tout est renseigné, donc je peux terminer et fermer. C'est un peu long pour une raison que j'ignore. Et en tout cas, si des informations étaient manquantes, j'aurai un message qui apparaît. C'est toujours le jeu des démonstrations, mais c'est pas grave. Comme j'ai déjà des CRM qui sont enregistrés, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble un rapport. Alors si un point est non applicable, à ce moment-là on ne le sélectionne pas et à ce moment-là il apparaît comme non applicable. On est d'accord, c'est ça? Oui. C'était ce qu'on pouvait faire aussi dans les points à traiter au début. Donc je vais retourner sur le tableau de bord. Ah, voilà, c'est parce que j'ai été déconnectée. C'était assez rapide. Normalement, j'ai gardé le mot de passe parce que sinon c'est trop long. Voilà, c'était juste pour vous montrer le tableau de bord. Donc voilà, le nouveau CRM qu'on vient de créer, bon, il ne l'a pas mis en terminé parce que la connexion a été interrompue, mais je vais pouvoir le revalider. Il apparaît bien ici. Vous pouvez voir donc les autres CRM avec leur statut. Vous pouvez les sélectionner aussi par statut en prenant que les formulaires en cours, les terminés ou les signés. Et vous pouvez également, avec le filtre, sélectionner des CRM si vous avez une grande liste de CRM réalisés. Et vous pouvez aussi intervenir sur l'affichage page par page. Je vous propose déjà de montrer, j'essaie de le valider. Voilà.
Il apparaissait enregistré. Bon, c'est pas grave. Je vous montre à quoi ressemble le compte rendu qui sort de l'outil donc sur un autre cas, mais c'est pas très grave. Donc c'est exactement le modèle attendu par l'administration fiscale et celui-là par ailleurs a été signé. Dans l'arrêté. Hein. Ouais, celui-là par ailleurs a été signé. Donc là on est en environnement de test, donc il n'y a pas le logo d'un cabinet, mais ici vous auriez exactement le même type de signature que ce que vous avez sur des documents lorsqu'ils sont signés électroniquement. Voilà, sur le tableau de bord rapidement, donc juste pour vous montrer les petits boutons qui sont là. Donc ça c'est pour continuer de mettre à jour un compte rendu, ça c'est pour le valider, le terminer. On laisse un bouton supprimer avec un message d'erreur qui vous demande si vous voulez vraiment le supprimer. Vous pouvez télécharger donc un compte rendu terminé. Donc voilà, là c'en est un autre. Et puis, vous pouvez faire la signature. Donc moi, j'ai pas de compte pour faire la signature, mais en fait, on vous demande de sélectionner quelle personne va signer. Et ça envoie un message par mail à la personne pour lui demander de faire la signature. Bon, je ne peux pas vous faire la démonstration, mais voilà. En tout cas, c'est ce système-là. Donc ça veut dire qu'il est possible, hein, avec le système de délégation, moi c'est comme ça que je fonctionne au sein de mon cabinet, hein, j'ai des délégations pour tous mes collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser Je suis expert, donc ils peuvent remplir le questionnaire et me l'envoyer en signature pour que je puisse moi-même le signer une fois que je suis OK avec ce qui a été fait à l'intérieur. Tout à fait. Voilà pour la démonstration. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, donc là vous avez un outil qui sera disponible d'ici quelques jours, qui vous permet de s'éduquer sur le compte rendu de mission et sur la mission ECF et de produire les premiers. Voilà. On peut imaginer que d'ici quelques années, les principaux éditeurs intégreront des outils dans leur outil de production. Ça n'interdira pas de continuer à faire des comptes rendus de mission à travers l'outil Justin Expert si vous le souhaitez. Tout dépendra en vérité de la manière dont vous souhaitez être organisé au sein du cabinet. Si vous souhaitez que ce soit tous les clients qui bénéficient de l'ECF avec une production déléguée, ou si voilà. Donc il y a cette option qu'on vous propose là au niveau de l'institution, qui est gratuite, complètement gratuite. Ce qui est payant, c'est la signature électronique du document. Hein, c'est ça, Salima, je crois. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, nous avons une solution qui est vraiment gratuite et sans engagement. Donc il n'y aura aucun coût pour la création et la génération du PDF. En revanche, si vous souhaitez signer le compte rendu de mission, et c'est ce qu'on vous encourage à faire, puisque la signature vous engage davantage et sécurise la relation avec votre client, eh bien effectivement, vous pouvez donc signer ce compte rendu avec au montant en vigueur, à savoir 25 centimes la signature. Sachant que le document sera ainsi intègre, toute modification ultérieure sera visible. Donc ça, c'est vraiment les avantages de la signature électronique Une des questions justement sur le chat, la signature du CRM est-elle obligatoire? Ça, je vous laisse peut-être répondre, Patrick, mais nous, on vous encourage à signer un compte rendu de mission, bien évidemment. En fait, le CRM va être envoyé par le client à l'administration fiscale à travers la messagerie sécurisée professionnelle qu'il a. Maintenant, si vous voulez signer ce CRM en tant qu'expert comptable, je pense que ça permet de garantir en fait l'intégrité du document et ça garantit vis-à-vis de l'administration fiscale que c'est bien un CRM qui a été fait non pas par on ne sait pas qui, mais par un expert comptable. Donc ça me semble être utile et nécessaire. Et surtout, eu égard au coût de l'opération, 25 centimes, de signer ce CRM qui a été fait grâce à l'outil qui est intégré dans Justin Expert. Donc c'est excessivement simple, c'est complètement intégré dedans, donc il y a 2 clics à faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé, si vous pouvez le faire dans Compte Expert, la liste de mes collaborateurs pour lesquels j'ai attribué des délégations pour qu'ils puissent créer des dossiers. Ils ont tous un compte sur Justin Expert, ils peuvent lancer des signatures et j'en reçois régulièrement pour signer des lettres de mission, pour signer des contrats, pour signer tout un tas de machins. Et donc vos collaborateurs ont un accès sur ce expert, remplissent le CRM et ensuite vous le passent en signature.
Donc c'est pour moi la solution la plus simple et la plus sûre. Et alors certains cabinets souhaitent spécialiser des collaborateurs dans le CF. Pourquoi pas? Ça peut être effectivement une mission qu'on peut proposer à des clients qui ne sont pas clients, donc à des prospects plutôt, des entreprises d'une certaine taille. Et là, je pense qu'effectivement, il faut avoir des équipes dédiées avec des gens qui sont formés sur toutes les problématiques qui peuvent se poser, notamment en matière de provision de charges à payer. Il y a quand même 2-3 points qui nécessitent une expertise particulière. Mais pour la production de nos clients, pour lesquels on a des missions de présentation, très honnêtement, pour moi, celui qui est le plus à même de remplir rapidement le contrôle d'une mission, c'est le collaborateur qui a suivi le dossier. Il sait s'il a fait ses travaux de cohérence en matière d'IMO, s'il a justifié ses machins, etc. Donc, entre lui et vous, j'imagine que vous êtes les mieux placés, la personne qui a supervisé le dossier et la personne qui a produit la liasse fiscale pour remplir ce compte rendu de mission. Donc, le fait de pouvoir déléguer ça à des collaborateurs est un vrai avantage en fait. Donc, on conseille de sécuriser le document avec la signature électronique. Il y a une autre question. Est-ce que l'inscription sur Je signe est payante ou gratuite? Non, l'inscription est totalement gratuite. En fait, l'accès à la plateforme se fait sans engagement de votre part, ni sur un volume, ni sur une valeur déterminée ou sur un temps défini. Donc, une fois que vous êtes enregistré, vous créditez le compte du montant que vous souhaitez. Et ce montant, vous pouvez l'utiliser comme vous l'entendez sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Vraiment, il y a une grande liberté quant à l'utilisation de la plateforme. Comme le précisait Laurent, c'est important de vous intéresser à ces aspects de collaboration et de très rapidement déléguer des droits à vos collaborateurs pour qu'ils puissent préparer des collectes ou réaliser des comptes rendus de mission. Donc ça, vous pouvez le faire à travers votre compte expert. Alors, il y a une question aussi de Sonia là, qui demande si on peut enregistrer le CRM avant de générer le PDF et si le CRM peut être modifié ou est-ce qu'il faut tout recommencer. Céline, c'est bien conçu, non? Oui. Donc en fait, c'est ce qu'on a vu au début. Le minimum à faire pour enregistrer le CRM, c'est de sélectionner les points et de renseigner les informations sur le prestataire, le client et l'exercice examiné. Donc à ce moment-là, le CRM est enregistré et on peut revenir à tout moment. On laisse même la possibilité de rouvrir avec un message de confirmation un CRM qui aurait été terminé parce qu'une erreur a été constatée. Et on peut même rouvrir un CRM signé pour le modifier, mais il faudra refaire une nouvelle signature. Donc on a vraiment laissé toutes les possibilités parce que l'objectif, c'est que cet outil soit pratique pour vous et que vous puissiez réintervenir s'il s'avère qu'une erreur a été détectée a posteriori. Alors, Salima, il va falloir que tu appelles Alice, qui dit qu'elle est salariée elle est expert comptable salariée d'un expert comptable indépendant et qu'elle n'a jamais réussi à créer un compte sur Je signe expert. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Évidemment, elle doit pouvoir réussir à créer un compte sur Je signe expert. Est-ce qu'on est obligé d'envoyer le CRM à l'administration? Demande Raphaël. La réponse est non. Vous avez une relation contractuelle avec votre client qui vous confie le soin d'établir un ECF. Vous lui adressez le compte rendu de mission et il en fait ce qu'il veut. S'il estime qu'il y a trop de non-conformité et qu'il faut mieux ne pas l'envoyer parce que dans sa tête ça passera pas, voilà, il ne l'envoie pas, il fait ce qu'il veut. D'accord. Vous n'avez pas à signaler à l'administration, vous avez fait un CRM, voilà, la relation elle est entre vous et le client. Si le client ne veut pas l'envoyer, il ne l'envoie pas. Sur les outils d'analyse du FEC, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il y en a pas dans la solution qui est proposée et qu'on vient de voir ensemble. Est-ce que donc le suivi du questionnaire sera suffisant? La réponse est oui, bien sûr. Dès lors qu'on aura répondu à l'ensemble des points et complété tous les champs qu'on a vus ensemble, même si vous n'avez pas utilisé d'outils d'analyse du FEC, le CRM sera bien évidemment tout à fait valide vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est un point sur lequel on est également en train de travailler. C'est une première version de l'outil d'aide à la réalisation de l'ECF, mais on travaille sur des développements à venir pour la rentrée prochaine et pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Alors, il y a une question de Julien qui dit au niveau des IMO et du terrain,
est-ce qu'il faut se poser la question des 20, 30, 40%? Il a raison, c'est un vrai sujet que l'administration fiscale a décidé de prendre en main depuis quelque temps à notre grand désespoir. La très bonne nouvelle, c'est que dans le cahier des charges, en matière d'IMO, il nous demande de nous assurer qu'il y a bien une distinction au sein des IMO des terrains, qui ne sont en principe pas amortis, mais sans en déterminer la valeur. Donc le fait qu'il existe un terrain suffit pour valider conforme le split, et vous n'avez pas à vous prononcer sur le fait de savoir si c'est 20, 30 ou 40%. C'est une bonne nouvelle. Alors, Nathalie qui demande si on peut lui donner des noms de solutions pour tester les fakes en ligne. Bon, il y en a plusieurs. Je crois que tu avais une petite liste. On avait une petite liste qu'on avait à un moment donné sortie, non Céline, on l'a supprimé la liste? Supprimer la liste, mais on pourra lui répondre. On a ses coordonnées. Après, il y a une dizaine d'outils, hein, donc nous on les a pas tous testés, donc c'est pour ça qu'on a préféré ne pas laisser la liste. Mais bon, voilà, on n'a pas de souci à vous donner un certain nombre de noms. C'est juste qu'on voudrait pas en oublier, parce que bon, on a Ouais, il y en a plein. donc, voilà, il y en a qui sont faits par des opérateurs privés, il y en a qui sont faits par des satellites de syndicats, il y en a qui sont faits, voilà, ils sont plus ou moins payants selon le niveau d'analyse que vous souhaitez faire, et ils sont plus ou moins puissants. Après, je suis pas certain qu'il y ait besoin de rentrer dans les détails, mais bon, c'est peut toujours utile, bon, je sais pas, aller vérifier s'il y a des opérations de restaurant le dimanche. Voilà, il y a certains logiciels d'analyse du fait vont très 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 loin dans l'analyse, hein, bien au-delà de la simple conformité comptable. Donc, il faut prendre celui qui vous semble le plus pertinent et qui a le meilleur rapport qualité-prix. oui, surtout qu'en général, sur les sites, ils vous permettent de faire un essai ou deux pour vous rendre compte de si le résultat est celui que vous escomptez. Donc, faut pas hésiter à essayer d'en tester un ou deux pour, voilà, si vous avez besoin de vous sécuriser parce que vous connaissez peut-être pas le client ou que vous n'êtes pas sûr de l'outil. Enfin, voilà. Donc, On nous demande aussi si le questionnaire qui permet de préparer le CRM est exportable pour le conserver. En fait, ce qui est exporté et conservé, c'est le compte rendu en lui-même, mais c'est pas le questionnaire qu'on vient de présenter, hein. En fait, c'est le PDF qu'on peut effectivement enregistrer comme n'importe quel PDF. Les données qui ont été saisies, elles restent dans l'outil. Et pour l'instant, en termes de conservation, on est sur une conservation classique, enfin en tout cas de moins d'un an, c'est sûr, parce que c'est pas l'objet c'est vraiment une aide à la saisie du CRM, mais c'est pas l'objet d'archiver tout ce qui a été saisi dans la mesure où de toute façon il y a un PDF qui est restitué. Et par contre, on vous invite bien ce PDF à l'archiver de votre côté ou au moins le sécuriser, bien sûr. Alors, il y a une question de Charline qui dit si on coche dans l'alias qu'on va faire le CF et que le client n'envoie pas le CF, est-ce que c'est pas un problème? La réponse est non. C'est-à-dire que l'administration fiscale considère que si une coche a été faite dans l'alias fiscal et qu'en définitive le CF n'a pas été envoyé, c'est comme si la case n'avait pas été cochée. D'accord. Et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que la case a été cochée par erreur. Et pas nécessairement que le CF est donc conforme. Donc pour l'administration fiscale, il ressort de l'alias fiscal. S'il y a une case coché et un contrôle d'émission qui est arrivé, tant mieux. S'il y a une case cochée, pas de contrôle d'émission, il considère que la case n'a pas été cochée. Donc, c'est pas un sujet pour le client de pas l'envoyer. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas coché la case, ça sert à rien d'envoyer un contrôle d'émission, c'est sans objet, hein. Alors, est-ce que je peux faire un ECF pour une société dont je suis CAC et qui n'a pas d'expert comptable? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez faire des ECF pour qui vous voulez, sauf, puisque la question a été posée au moins 10 fois, sauf pour vous-même. On vous parle des prestataires indépendants. Donc évidemment, vous n'êtes pas suffisamment indépendant, vous allez vous-même pour faire votre propre CF. Ça, c'est pas possible. Donc, vous allez devoir trouver un copain, expert comptable, qui va vous confier le soin de faire son ECF et lui fera le vôtre. Donc voilà comment ça va se passer. Par contre, vous avez la possibilité de faire des ECF pour les clients pour lesquels vous avez des missions de présentation. Vous pouvez faire des ECF pour les missions, pour les clients que vous avez en commissariat en compte.
Hein, le CF est ouvert au commissaire aux comptes, et donc c'est une mission que vous pouvez proposer en complément si vous êtes CAC à votre client. Que faire si vous avez un client où il y a un expert comptable et un CAC? Ça arrive encore souvent, et mettez-vous d'accord. A priori, l'expert comptable a la priorité, à mon sens, parce que dans son dossier de travail, il a déjà tous les éléments nécessaires pour remplir le CF. Ce sera plus simple pour lui de le faire que pour vous, si vous êtes CAC. Mais moi, je pense que par contre, il y a pas mal de dossiers où parfois on est CAC et il n'y a pas d'expert comptable. Et là, il y a une vraie mission de sécurité fiscale à apporter. Et le client voit l'intérêt de payer des honoraires, et des honoraires significatifs pour le coup, parce qu'on lui apporte une sécurité fiscale qu'il n'a pas aujourd'hui. Il ne voyait pas l'intérêt de confier sa compta à un expert comptable parce qu'il se dit non mais j'ai mon DAF, c'est bon, il sait faire une liasse fiscale. Là par contre son DAF, il ne peut pas lui faire un ECF et lui donner le coup de tampon qui lui garantit la sécurité fiscale. Donc là il voit un vrai intérêt. Moi je pense que l'ECF, c'est la mission qui va nous permettre de revenir, si on était déjà présent par le passé, mais de venir dans les entreprises d'une certaine taille, qui ne voient pas trop d'intérêt à avoir un expert comptable, mais qui vont voir un intérêt à avoir un examen de conformité fiscale pour la sécurité juridique et fiscale que ça apporte. En conclusion, comme le dit Camille, en conclusion, donc par défaut, mieux vaut cocher la case tout le temps sur l'alias et voir ensuite avec le client finalement s'il valide la mission. Oui, c'est effectivement comme ça qu'on préconise les choses. Ouais. Absolument. Alors, après, pouf. Est-ce qu'on va pouvoir voir le webinaire en replay? La réponse est oui. Salima, je pense qu'il y aura un mailing qui va partir à tous les participants avec un lien pour, tout à fait. Voilà, tout à fait. Pour voir le replay. On nous demande l'envoi par mail aux impôts du PDF suffit. Hein. Donc on le redit, hein, c'est le client qui le dépose sur son compte professionnel sur impôts.gouv. Alors, Nicolas me signale que dans la revue syndicale de l'IFEC, il est écrit que concernant le CF fait par le CAC, que 2 saisines sont en cours à la SNCC et donc il n'est pas certain qu'on puisse faire cette mission en tant que CAC. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Ce que certains, c'est que l'administration fiscale a expressément listé les commissaires aux comptes comme étant des prestataires habilités à faire des ECF. Après, que la compagnie y soit réticente, c'est un autre sujet. Moi, je ne vois pas, honnêtement, en quoi un commissaire aux comptes pourrait ne pas faire un ECF. En vérité, enfin, c'est pas une mission enfin, même avec on peut désormais faire des missions de conseil pour même quand on est commissaire aux comptes. Enfin, vous avez suivi la loi Pacte, mais là en l'occurrence, qu'on garantisse en fait que les comptes sont fidèles, etc., et que de l'autre côté on garantisse que la comptabilité est conforme sur les aspects fiscaux, j'ai du mal à voir ce qui poserait problème au H3C ou à la CNCC. Mais bon, si c'est le cas, Nicolas, attendons les recours de la CNCC. Alors, si la case ECF, on nous repose la question, n'est pas cochée, quelles sont les conséquences? On n'a pas fait de mention express, donc on n'a pas les garanties du dispositif. Donc, en quelque sorte, ça sert à rien vis-à-vis de l'administration fiscale de réaliser le CF si on n'a pas coché la case sur l'alias. C'est le point de départ, c'est le point indispensable pour que le CF puisse produire ses effets dans la relation de confiance avec la DGFiP. Je pense qu'on a fait un bon tour des questions. Je ne sais pas si Salima, tu en vois d'autres ou si on conclut. J'en vois d'autres, mais quoi qu'il arrive, si certaines questions sont passées entre les mailles du filet, ne vous inquiétez pas, on a de toute façon la possibilité d'avoir l'historique de vos questions et on les traitera en FAQ. Et cette FAQ sera disponible depuis votre espace privé, donc vous pourrez consulter cette FAQ et voir les éventuelles réponses à vos questions qu'on n'aurait pas traitées parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc, et là, je vois qu'il est déjà 10h05, donc il est le temps, je pense, de conclure. Exactement. Donc merci, bravo, félicitations aux équipes internes de l'Ordre des experts comptables du Conseil supérieur pour le travail réalisé, l'ergonomie de l'outil et sa pédagogie. Donc vous avez maintenant un accès simple à quelque chose qui va vous permettre de vous accompagner dans la réalisation de vos premiers comptes rendus de mission. Donc c'est une mission qui
démarrent. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'on est, il y a quelques entreprises, enfin vraiment, les chiffres sont assez faibles, qui ont coché déjà la case sur l'exercice 2020. Mais on espère que, évidemment, tout ça va monter en puissance sur les années 2021, enfin 2022, pardon, et 2023, etc. Et l'objectif à terme, évidemment, c'est qu'une majorité d'entreprises ait recours à l'ECF, ce qui est l'ambition des pouvoirs publics, mais également de notre profession, avec une mobilisation de tous. Voilà, merci à tous. Un petit mot, Patrick. Merci Laurent, merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Il y a évidemment plein d'autres manifestations, y compris en région, que vont avoir lieu sur le CF. Hein. Vous pouvez bien sûr nous solliciter pour revenir sur certains points techniques. Merci Céline, merci Salima. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.